On va pouvoir commencer. Bonjour à toutes et à tous. Avant que je passe la parole à Pierre Paco, qui pourra nous parler de Mission Ville et du groupe Miroir Ville, je fais juste une rapide introduction. Donc, nous sommes, on va dire, co-porteurs avec Dominique Mignot et Anne Ruas d'une structure, d'un programme de recherche qui s'appelle un PEPR, Ville durable et bâtiment innovant. Et dans l'objectif de favoriser les échanges entre la recherche et les collectivités, on s'est dit qu'il pourrait être intéressant de mettre en place des webinaires autour de thématiques qui pourraient intéresser les villes, et en particulier pour l'instant les villes les 9 villes qui s'intéressent à échéance à la partie climatique, à être climatiquement neutre. Ça a été réfléchi avec ces villes qui ont fait des propositions lors d'une réunion à Nantes. On s'est saisi d'une des propositions avec cette idée de commencer un cycle. Mais ce cycle, on le voit vraiment comme un outil à votre disposition. Donc, on a fait le premier tour de roue, c'est-à-dire on propose une thématique qui va être traitée autour du changement de comportement. On a deux orateurs qui ont proposé aujourd'hui d'être présents. Et ensuite, ça sera votre tour de nous dire si déjà le format vous convient, si vous avez envie d'aller plus loin sur ce thème ou est-ce qu'on change de thème. Et si vous avez envie de continuer sur ce thème, quel type, on va dire, d'intervention vous souhaiteriez? Vous pouvez, dans ce cadre, et on a déjà discuté avec certains d'entre vous, nous proposer des noms de chercheurs mais, avec qui vous travaillez déjà sur cette thématique, voire des noms d'initiatives que vous trouvez intéressantes, qui sont chez vous, d'accord? Dans ces cas-là, vous nous faciliterez les contacts, ou qui sont ailleurs, dans d'autres collectivités, mais que vous avez repérées. Et dans ce cadre-là, on se rapprochera, on va dire, de ces collectivités ou des porteurs de ces initiatives pour essayer de voir si ils accepteraient de participer. Voilà, donc c'est vraiment votre espace et on espère que vous allez vous en saisir et n'hésitez pas, bien sûr, à revenir vers nous parce que peut-être que le format n'est pas le bon et qu'il faut qu'on réfléchisse en termes d'approche ou en termes de format à des choses qui sont différentes. Voilà, donc c'était pour faire une présentation assez courte, ce que l'on pourrait proposer de faire, et je vais passer la parole à Pierre, si tu es d'accord. Oui, merci beaucoup Gilles. Pas grand-chose à ajouter, hein. Merci beaucoup à tous et en particulier à vous, collègues du PEPR, qui avez mis ça en place. Bah oui, je ne vais pas répéter exactement ce que tu as dit, Gilles, hein. C'est vraiment au service des villes. Et on a à cœur avec les collègues là, je pense en particulier avec les collègues du groupe Miroir Ville. Le groupe, juste une petite parenthèse, le groupe Miroir Ville, c'est on va dire, le groupe de travail qui travaille avec les 9 villes françaises lauréates et demain, on l'espère, avec plus de villes, hein, et avec, on va dire, les parties prenantes qui sont intéressées par cette question de neutralité climatique. Eh ben, on travaille justement sur la mission ville et comment la mission ville, intégrée à Horizon Europe, peut finalement avoir des impacts en France et en particulier pour les 9 villes, des impacts, on va dire, pour aller plus loin dans le grand mouvement vers la neutralité climatique qu'elles ont engagé. Voilà, donc Dominique et Florent et Patricia sont là. Voilà, donc on a à cœur, je pense aussi avec les collègues du CGDD, hein, de rapprocher le plus possible finalement la mission ville qui est intégrée au Réseau Europe avec les communautés de recherche et innovation françaises, de telle sorte justement que ce savoir-faire et ces connaissances puissent être finalement diffusées au mieux Commencer, auprès des hein. villes, sachant que c'est pas l'idée, comme l'a dit Gilles, hein, c'est pas forcément d'avoir comment dire, un cours sur la question, mais plutôt pour initier le dialogue à la fois entre les villes et aussi avec les communautés de recherche et innovation. Voilà, je ne sais pas si Patricia et Dominique, vous avez autre chose à ajouter. Ajouter peu de choses, non? Bonjour à tous et toutes. D'abord, avant toute chose, j'ai l'impression qu'on est assez nombreux. Ça, c'est déjà encourageant. Et c'est plus qu'encourageant, c'est une bonne chose. Et effectivement, de mon point de vue, du point de vue du CGDD,
La mission Ville est rattachée à Horizon Europe. Horizon Europe, c'est un programme de recherche, enfin un programme de financement finançant la recherche et l'innovation. Donc, voilà, on a de bonnes relations avec la communauté de recherche en France, incarnée dans le PEPR et le DBI. Donc, profitons-en de ces bonnes relations mutuelles pour que les uns les autres, on puisse travailler ensemble, à savoir coproduire et non pas utiliser les uns ou les autres, mais travailler bien ensemble. Voilà, ce serait l'intérêt que j'y vois particulièrement. Je vous remercie. Merci. Donc je reprends la main. On va faire vite parce que dans l'idée, hein, on va avoir deux orateurs qui vont se partager une quarantaine de minutes, 45 minutes. Et ensuite, l'idée, c'est que ça soit un temps d'échange. Et là, on a le droit de parler de tout ce que l'on veut. Il faudra quand même qu'on soit un tout petit peu discipliné parce qu'on est plus de 40, donc il faudra qu'on fasse un petit peu attention sur les prises de parole. N'hésitez pas à donner vos commentaires, à éventuellement des références sur des liens ou des liens que vous trouvez inspirants dans le chat, de façon à ce qu'on puisse les agréger au fur et à mesure, avec cette idée que on voudrait faire un livrable. Donc c'est pour ça qu'on est passé en mode administration, en mode enregistrement, pour que vous ayez pour qu'on puisse récupérer en fait compte des informations en termes de verbatim sur ce qui a été dit, les liens que vous pourrez avoir envoyés. Et une fois qu'on aura fait tout ce travail, on vous envoie toutes ces informations, on vous les met à disposition de façon à ce que vous puissiez potentiellement les utiliser dans le cadre de vos collectivités ou qu'on puisse s'en servir de base pour les échanges suivants. Donc, la partie commentaire, chat est complètement à votre disposition. N'hésitez pas à le faire en même temps que la présentation, de façon à ce qu'on puisse capter le maximum de contenu à partager. Il va maintenant me falloir que j'invite nos deux intervenants. Merci à eux d'avoir accepté. Et comme on l'avait dit dès le départ, on ne va pas faire intervenir que la recherche dans une posture, voilà, la recherche va vous expliquer que. Donc on a proposé à deux intervenants différents, un chercheur, donc Frédéric Martinez de l'Université Gustave Eiffel, et un expert d'une collectivité, Pierre Housset, de la métropole de Lyon. Ils vont chacun leur tour faire une présentation. Ce que l'on fait, c'est on les laisse passer l'un après l'autre, et ensuite on commence un temps d'échange où vous aurez la possibilité, bien sûr, de prendre la parole. On reprendra éventuellement des éléments qui ont été matérialisés dans le chat, voire on pourra, via lever de main ou mettre un message dans le chat, passer en fin de compte vos commentaires ou vos questions. L'idée étant que, bien sûr, vous avez la possibilité de discuter avec les orateurs, mais surtout, vous avez aussi à discuter la possibilité d'échanger un peu avec les autres villes et commencer une discussion sur ce sujet que l'on pourra continuer par la suite. Voilà, je m'arrête là, j'ai déjà été trop long. Donc, je vais proposer à Frédéric de partager son écran et on va commencer avec la présentation de Frédéric pour une vingtaine de minutes. J'ai partagé, c'est bon, vous voyez ou... Là, je vois ton écran avec une belle image Ah, d'une rue. d'une Oui, ça rue. doit pas être le bon écran que tu as partagé, Frédéric. Ouais, Voilà, là, voilà, c'est c'est bon. parfait. Ah, c'est bon? Ouais, C'est tout à parfait. fait. Ah, mais merci beaucoup pour cette invitation qui me donne l'occasion de vous présenter l'approche psychosociale de la dynamique du changement de comportement. Donc, comme on l'a dit, c'est pour un peu poser les bases de la recherche, mais tout ça sont évidemment des sujets de discussion. Je m'appelle Frédéric Martinez, je suis chercheur en psychologie sociale et je suis actuellement directeur adjoint d'un laboratoire qui s'appelle MODIS, Mobilité durable, individus et société, dans le département AM, Aménagement, Mobilité, Environnement de l'Université Gustave Eiffel. Voilà, l'approche psychosociale, en fait, c'est un domaine d'étude qui analyse la façon dont les comportements, donc cognition et affect de l'individu sont influencés par le comportement et les caractéristiques des autres. Mais ce qui va nous intéresser le plus dans cette présentation, c'est que ces comportements sont aussi influencés par les caractéristiques de la situation dans laquelle l'individu est inséré. Logiquement, un comportement un psychosocial est une interaction entre qui je suis, une disposition ou une personnalité, suivant les épistémologies, qui rentre à l'interaction avec l'environnement, et cette interaction donne le comportement. Ce qui qualifie la psychosociale, c'est ce qu'on peut appeler un regard ternaire de la décision, c'est-à-dire que
En fait, on ne va pas regarder tout simplement l'individu et la préférence comportementale, mais on va introduire un troisième pôle qui est le contexte. Et ce que l'approche psychosociale peut se résumer ainsi, c'est que les préférences comportementales ne dépendent pas uniquement de l'état objectif final des perspectives offertes. Par exemple, on ne choisit pas tout le temps le mode de transport le moins cher et le moins polluant. Une autre caractéristique, c'est qu'elles ne sont pas prédéfinies, ces préférences comportementales. C'est-à-dire que même lorsqu'on a des valeurs environnementales et altruistes, tout ça n'induit pas forcément des choix respectueux de l'environnement. Mais ce que montre la psychosociale ou ce qu'elle a tendance à défendre, c'est que ces préférences sont dépendantes du contexte décisionnel induit par ce qu'on appelle le cadrage de la situation de choix. Et ce cadrage de la situation, ce contexte, il peut être physique, avec les infrastructures, il peut être social par rapport à que veut dire socialement mon comportement. Ça peut être aussi un contexte de communication. La première chose lorsqu'on travaille dans le domaine de la transition écologique, c'est qu'on peut se poser la question, est-ce que des comportements plus respectueux de l'environnement sont des véritables choix? Pourquoi? Puisque quand on essaie de changer le mode de vie, donc je ne prends pas des exemples très précis puisqu'il fallait être un peu généraliste, mais ça peut être sur le choix de mon transport, sur les pratiques de consommation, sur les choix de l'alimentation. Ben, tout ça est très, très, très marqué par ce qu'on appelle le poids des habitudes. Et en fait, plus un individu est habitué à effectuer un comportement, plus ceci se fait de manière automatique. Donc, on ne réfléchit plus. Si l'habitude est faible, on hésitera par exemple sur l'heure de départ, sur le mode à utiliser. Et si mon habitude est forte, ben dans ce cas-là, on ne se posera plus la question et on agira automatiquement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même si on est en transition, ces habitudes se sont inscrites, elles sont là parce qu'elles étaient agréables. Donc, d'où la difficulté de changer ces comportements. On a aussi ce qu'on appelle une insensibilité à la dévaluation, c'est-à-dire que même quand on a l'habitude et que notre comportement devient de moins en moins utile, de moins en moins optimal, les habitudes nous insensibilisent à cette dévaluation. Ça, en fait, on a des fréquences comportementales, on a des comportements internalisés, puisque ces comportements veulent dire quelque chose de nous et qui sont activés par des clés contextuelles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va se poser la question de dire, ben, si on change le contexte, et la transition est là pour ça, si on le change, on peut amener les individus à changer. En fait, il faut les amener à redécider, puisque la plupart des comportements ne sont pas décidés, mais sont habituels. Ce qui amène à considérer que le changement de mode de vie, par exemple, dans la transition, n'est pas un changement brusque et soudain, mais un changement qui passe par des étapes. Alors, en fait, il y a plusieurs modèles, mais pour résumer, le modèle originel est de Lewin en 1951, dans lequel, en fait, on a une première étape qui s'appelle l'initiation. Là, l'idée est de décristalliser l'habitude, c'est-à-dire de amener à redécider. Ensuite, on a le passage à l'acte et ensuite, on a le maintien pour en fait arriver à une nouvelle habitude qui est la recristallisation. Alors, en fait, effectivement, un des premiers écueils à éviter, puisque par exemple, le modèle Lewin a été repris par plein de modèles, notamment le modèle transthéorétique du changement, qui reprend les trois phases, mais qui en met un peu d'autres. En fait, il faut faire attention parce que ces modèles, quand on les lit assez vite, pensent que la seule moteur de changement, c'est l'éveil des conséquences négatives. Et en fait, c'est pas forcément ça. Et je pense que la recherche montre de plus en plus que créer des opportunités, des recherches de conséquences positives fonctionne plus ou fonctionne plus efficacement dans le changement comportemental que la culpabilité. Ensuite, en psychosocial, alors évidemment, tout ça est bien résumé, on a plusieurs pôles. On a l'influence sociale. Les choix sont orientés par les autres. On a le contrôle, rendre facile et augmenter le sentiment de compétence. Et on a l'utilité, c'est-à-dire augmenter l'importance perçue de changement. Ces trois grands leviers de psychosocial qu'on pourrait effectivement un peu plus expliciter, en fait, ces leviers de psychosociaux prennent place dans le modèle de changement, mais pas n'importe lesquels et n'importe quoi. C'est-à-dire que si on revient dans l'initiation, dans la décristallisation de l'habitude, l'idée ici est d'augmenter l'utilité perçue du changement, d'alerter sur la possibilité de pouvoir faire un autre choix, d'induire de la motivation par ce qu'on pourra appeler le cadrage, on va revenir sur ça, et en montrant que les autres le font déjà. Ensuite, dans le passage à l'acte,
ce qui va être intéressant. Et on ne peut faire du passage à l'acte que quand on a créé cette initiation. Donc ça va être très important aussi. Ici, l'idée, le but est d'augmenter le contrôle perçu. C'est-à-dire il faut augmenter la croyance qu'on est capable de changer, que c'est facile. On peut aussi utiliser ce qu'on appelle l'apprentissage vicariant, c'est-à-dire que montrer que l'autre a changé, montrer que l'autre a reçu des conséquences positives de ce changement, ce qui va induire notre possibilité de changer et une hausse de la croyance qu'on est compétent dans ce changement. Ensuite, dans le maintien, ici, on est plutôt dans ce que pour pouvoir recristalliser une nouvelle habitude, il faut élargir l'identité de l'action, c'est-à-dire il faut montrer l'importance collective de l'action, avoir de la reconnaissance et plutôt induire ce qu'on appelle une norme injonctive, c'est-à-dire la société est contente si on le fait. Et tout ça va former une nouvelle habitude qui est la recristallisation. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre quelques petits exemples de chaque phase de changement. La première phase, effectivement, c'est décristalliser l'habitude. En gros, il faut créer une motivation autonome en augmentant l'utilité perçue, c'est-à-dire en augmentant l'efficacité du changement. Ici, l'idée, c'est de créer une tension, puisque la motivation peut être assez facilement résumée. C'est-à-dire que la motivation, c'est que lorsqu'on pense qu'on peut aller autre part qui est mieux que là où on est. Et en fait, cet écart va créer de la motivation et on va être motivé à combler cet écart. Et tout ça, il travaille dans l'effet de cadrage. Alors, l'effet de cadrage, c'est-à-dire que des descriptions différentes des mêmes issues de choix peuvent conduire à des décisions différentes en modifiant la science de différents aspects du problème, sans jamais modifier en fait le paramètre objectif. Un exemple assez rapide, mais il peut paraître un peu anecdotique, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Préférez-vous une formation avec 90% de taux de réussite ou 10% de taux d'échec? Cette formation est la même, mais lorsqu'on insiste sur le pourcentage de réussite, la formation est préférée plutôt que si on cadre le taux d'échec. Ce qui montre en fait que la perception subjective est beaucoup plus importante que la perception objective. Ici, quelque chose qui est très important quand on travaille dans le mode de vie, alors c'est un exemple, il y a des chercheurs qui auront d'autres exemples, c'est ce qu'on appelle la distance psychologique de la conséquence. Il est indéniable que le contexte de communication qui prône le changement de vie, il s'ancre certes dans ce qu'on peut appeler l'urgence climatique, mais lorsqu'on regarde, on nous souligne beaucoup les conséquences négatives, globales et à long terme, principalement l'avenir de la planète, souvent illustré par des conséquences. Et tout ça, c'est une distance psychologique très élevée. Parce que, par exemple, la distance psychologique peut avoir 4 dimensions, donc temporelle. Est-ce que, en fait, les résultats vont être immédiats ou lointains? Géographique, est-ce que les résultats vont être dans ma zone ou dans la globalité de la Terre? Des distances un peu plus sociales. Est-ce que ça me touche à moi ou est-ce que ça touche tous les humains? Et en fait, ces distances, elles sont interdépendantes et plus on est dans une dosage faible, plus on réduit l'incertitude de l'utilité du changement. Et plus on augmente la distance psychologique, plus en fait on augmente interdépendamment l'incertitude de ce changement. En gros, pour être assez clair, la distance psychologique faible, par exemple, c'est les conséquences sanitaires. Les allergies, les maladies respiratoires, si on parle de la pollution, ou si on parle du vélo, par exemple, de la santé, un bien-être. Et ce qu'on peut appeler distance psychologique élevée, c'est le changement climatique et le futur de la planète. Nous, par exemple, on a testé ces deux cadrages pour un exemple, mais il y a d'autres recherches qui le montrent sur d'autres comportements, qui étaient, par exemple, comment augmenter la motivation à changer son mode de transport, c'est-à-dire à changer sa voiture par un mode de transport alternatif plus durable. Et par exemple, comme le soulignent effectivement ces deux photos, soit on peut ancrer sur la planète, soit sur les conséquences sanitaires. En gros, ça, on a testé des messages qui étaient améliorer votre santé au quotidien en respirant un air pur, respirer sans délai en plein poumon, un air plus sain et ressentir directement du bien-être. Un groupe de sujets a lu ce message, un autre groupe de sujets a lu le message et aider les générations futures à hériter d'une planète en bonne santé, améliorer la qualité de vie des générations futures en leur assurant de vivre dans un environnement sain et régénéré. Et ensuite, on a regardé, en fait, les gens qui déclaraient une intention comportementale de renoncer à la voiture individuelle.
En fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que l'efficacité de ce décadrage dépend de l'habitude. C'est-à-dire, à gauche, vous avez, par exemple, l'intention de se déplacer en vélo et à droite, l'intention de se déplacer en transport en commun. Plus vous allez, plus vous montez en haut du graphique, plus vous montez sur les ordonnées, plus l'habitude est forte. En bleu, vous avez une courbe des gens qui ont lu le cadrage présent, santé présent, et en rouge, la courbe qui ont lu le cadrage future planète. Ce on peut regarder, c'est que lorsque l'habitude est forte, c'est-à-dire à droite de l'abscisse, vous avez vu que la courbe bleue est plus longue que la courbe rouge, c'est-à-dire un message proche psychologiquement et plus efficace qu'un message lointain. Et lorsqu'on l'habitude est décristallisée, là, la courbe rouge, le changement climatique, en fait, est plus efficace que les conséquences sanitaires. En gros, on peut avoir une conclusion directement. Le changement climatique n'est pas un frein au changement, mais il doit être utilisé dans le processus de changement. C'est-à-dire que le changement climatique est une motivation plus efficace pour maintenir ce changement que pour l'initier. Ensuite, dans la deuxième étape, l'idée, une fois qu'on a créé cette initiation, mais il faut vraiment aller par étapes, l'idée est de favoriser le passage à l'acte. Et l'idée ici, c'est d'accentuer la perception de contrôle. Rendre plus un comportement est facile, plus je le réalise. Si vous avez envie d'augmenter la consommation de pommes plutôt que des viennoiseries lors d'un colloque, en fait, la solution la plus simple et la plus rapide, c'est de couper les pommes en morceaux, parce que c'est plus facile de les manger et on augmente la consommation de pommes. Par exemple, ça peut être des livraisons en point de relais, choix par défaut, ça peut être des voies de circulation réservées. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens ont besoin de se sentir autonomes. C'est-à-dire, si on impose un changement, dans ces cas-là, on a ce qu'on appelle un effet de réactance. C'est un effet inverse. Si on pense qu'on m'oblige à changer, je vais encore plus aimer mon comportement habituel. Et là, dans ce troisième point, dans cette étape, est développer ce qu'on appelle le sentiment d'auto-efficacité, c'est-à-dire les croyances relatives à la capacité de produire certaines actions. J'ai besoin de me sentir en capacité d'effectuer un comportement pour l'adapter. Ici, on peut utiliser ce qu'on appelle la théorie de l'auto-efficacité, où on sait que les performances intérieures augmentent mon sentiment d'efficacité, d'où l'intérêt de faire essayer les choses pour montrer qu'on est capable de les faire. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est aussi les perceptions vicariantes. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'essayer pour penser qu'on peut changer. On peut aussi observer le changement des autres, observer les conséquences positives que les autres ont vues de ce changement et penser grâce à ça qu'on est en mesure de changer et donc obtenir un changement plus facilement. Ensuite, pour finir, la troisième phase est ce qu'on peut appeler favoriser le maintien du changement, ce qu'on oublie souvent. Parce que lorsqu'on change, on est toujours, en fait, une fois, on a toujours tendance à vouloir revenir sur son comportement originel. Donc, il faut aussi, une fois qu'on a déclenché l'initiation, qu'on a déclenché le passage, l'acte passé, à maintenir ce changement pour que se crée une nouvelle habitude. Et ici, il faut monter dans les niveaux de motivation. Il faut inclure de ces changements dans la perspective du changement climatique ici, mais pas trop vite en amont. Il faut montrer que cette action, elle est d'une identification supérieure, en fait. Il faut valoriser symboliquement les normes, favoriser symboliquement ces actions. En fait. Et créer ce qu'on appelle une identité sociale pour en fait qu'il y ait un lien entre ce comportement et moi pour qu'il soit ingéré dans la manière dont je me définis et ensuite ça deviendra effectivement une habitude. Donc ce qu'on peut dire en discussion, mais il s'agit des points de discussion effectivement, puisque c'était une initiation, il fallait faire des choix en 20 minutes, c'est que le changement de vie n'est pas un changement brusque ni soudain, mais progressif, structuré par étapes. Donc, quand on fait une application dans le changement, il faut d'abord savoir à quelle étape les cibles sont. Est-ce qu'il faut que j'augmente l'initiation? Est-ce qu'il faut que j'augmente l'auto-efficacité? Ou est-ce qu'il faut que je consolide un changement qui a déjà été effectué? En gros, on peut résumer ça de manière, on change d'abord pour soi et on maintient ce changement pour les autres. Donc, quand on regarde les conséquences à mettre en avant pour le changement, lorsqu'on est dans les premières phases, il faut que ces conséquences soient proches, soient personnelles. Mais lorsqu'on est dans le maintien du changement, il faut mettre en avant des conséquences globales
et lointaine. D'où cette idée très importante dans l'initiation de changer pour soi. Donc, il faut cadrer une conséquence locale, proche, concrète du changement, illustrée par des exemples. Et ça va nous conduire à redécider. Ensuite, il faut faire attention effectivement à l'idée du changement climatique, car évidemment, il est là et je ne vais pas en venir, mais il est quand même, c'est des arguments qui font appel à un futur, certes proche, mais qui est là. Et il faut comprendre aussi qu'on a ce qu'on appelle une cohérence motivationnelle, c'est-à-dire en fonction de la manière dont je vis, en fonction de mes conditions socio-cognitives, je suis plus apte à réceptionner et à comprendre des messages tournés soit présents, tournés soit fructueux. Et les contextes socio-économiques difficiles m'enferment dans un présent. Donc, ça ne veut pas dire que les gens qui sont en difficulté financière se moquent du changement climatique, mais ça veut dire qu'ils sont cognitivement moins susceptibles de raisonner des arguments tournés vers le futur. Donc, attention à la conséquence du changement climatique, qui n'est pas une bonne conséquence pour initier un changement et qui a plus a le risque de creuser des inégalités sociales, puisque les gens qui sont dans des conditions socio-économiques défavorisées se sentent éloignés de la possibilité de changer, puisqu'ils ne se sentent pas, ils ne sentent pas que ces bénéfices pourront leur. L'initiation, les recherches, la littérature et beaucoup en foison en ce moment montrent que rechercher des conséquences positives plutôt qu'éviter des conséquences négatives évite des mécanismes de défense dès le déni et augmente l'efficacité des applications pour changer. En gros, il vaut mieux dire faites du vélo, vous serez en bonne santé, plutôt que d'éviter prendre la voiture, il y aura plus de maladies. Donc, il faut essayer de montrer un contexte positif avec des conséquences positives. Par exemple, il vaut mieux améliorer la perception des alternatives plutôt que de remettre en cause le comportement actuel des individus, puisque le comportement actuel des individus, étant ancré dans les habitudes, c'est un bout de moi-même. Et lorsqu'en fait je critique ça, les gens ont des réactions de déni. Donc il vaut mieux dire changer pour des choses mieux que ce que vous faites n'est pas bien. Si on peut parler aussi des incitations financières, évidemment qu'elles sont utiles, évidemment qu'elles nous permettent de changer, mais elles peuvent susciter un passage à l'acte. Mais le changement d'une incitation financière ne perdure pas si on n'a pas aussi induit une motivation autonome. Donc, en fait, avant ce passage à l'acte, il faut aussi créer un contexte qui souligne, qui alerte sur le fait qu'on peut faire quelque chose qui est mieux pour soi. Et après, l'incitation financière peut permettre le passage à l'acte, mais il ne faut pas oublier de préparer ce changement. Merci pour votre attention. Merci beaucoup pour ta présentation, Frédéric. Alors, je vous propose d'enchaîner tout de suite par la présentation de Pierre. Et comme ça, on aura du temps après pour échanger avec nos deux orateurs. Vous allez voir qu'il y a pas mal de complémentarité avec ce qu'a présenté Pierre et ça va être intéressant d'avoir un petit décalage on va dire, dans la façon de présenter les choses et on en rediscute juste après tous ensemble. Pierre? Ok. Bonjour à toutes et à tous. Alors, oui, c'est assez complémentaire et ce qu'il y a surtout, c'est que la plupart des choses que je vais vous présenter, vous le verrez, sont beaucoup appuyées sur la psychologie sociale. Donc, est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est bon sur le partage d'écran? Oui, oui. Ok, c'est parti. Alors rapidement, dans les présentations, donc moi je suis directeur à la métropole de Lyon de la prospective et du dialogue public. C'est une direction qui a maintenant plus de 15 ans, ouais. Pardon, excusez-moi, enfin qui a 15 ans. Et en fait, on a plusieurs fonctions transversales, dont la prospective, la participation citoyenne, un service de l'expérimentation et puis une mission sur l'évaluation des politiques publiques. Et en fait, sur ces ingénieries, donc on développe depuis longtemps, et puis une prospective qui existait déjà depuis la fin des années 90. En fait, ça fait 15 ans qu'on capitalise, qu'on accompagne les transformations du Grand Lyon. Et on a un site qui s'appelle Millénaire 3 où on met en ligne nos travaux. Et c'est vrai que cette question du comportement, hein, dans cette question de comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on nourrit des politiques publiques avec des enjeux de prospective et de transformation de l'action publique, de transformation comment se transforme la société, ça c'est vraiment notre cœur de métier. On va travailler sur plein de choses différentes. Et donc,
on en est arrivé fort logiquement, après avoir fait la prospective, par exemple, autour des agendas 21, des enjeux de développement durable, à des questions d'application pratique. Et c'est vrai que dans le contexte du travail que je vais vous présenter, enfin dans l'historique, c'est vrai que ces questions de changement de comportement et donc de mode de vie, là je vais aller sur le mode de vie, elle part vraiment de questionnements sur les limites de nos politiques publiques par rapport aux enjeux de développement durable. Alors on a eu une période notamment dans les années 2000-2010 où il a fallu intégrer des objectifs d'agenda 21 où on sortit une logique un peu industrielle de massification, vous savez, l'eau dégressive, etc. Et il faut qu'on change des choses dans la façon dont on favorise des comportements qui n'étaient plus vertueux. Et on a commencé d'explorer, pour les besoins de nos politiques publiques de développement durable, des modalités pour s'adresser aux utilisateurs de nos services publics. Donc, ça allait effectivement. Donc là, je vous ai mis, on avait expérimenté le covoiturage, des campagnes de com qu'on avait faites pour favoriser un changement de pratique, donc passer de l'autosolisme au covoiturage dans le cadre de mise en place de covoiturage Grand Lyon. Ça, c'était piloté par notre direction. On avait tout le travail sur les enjeux d'énergie, ça a commencé de monter, sur les enjeux de gestes de tri pour les déchets, etc. Et donc, on a développé tout un outillage, toute une pensée autour du marketing public, du design de services et donc de la psychologie sociale appliquée pour optimiser l'action publique et avoir les effets vertueux attendus par les nouvelles offres que l'on proposait. En 2020, on s'est rendu compte que cette approche commençait de poser des limites. Alors, on a deux choses en 2020. D'une part, nous, on a eu un gros changement institutionnel. On a un nouvel exécutif politique à majorité écologiste, un enjeu d'aller plus loin, les accords de Paris, et on se rendait compte qu'on plafonnait un petit peu sur ces changements de comportement, et on s'est posé la question, mais comment est-ce qu'on peut essayer de massifier les choses? Donc, on a continué de creuser, et c'est là qu'on est passé j'accompagne par des outils. Donc, à l'époque, on parlait de nudge, on parlait beaucoup de ces choses-là, de psychologie sociale, pour favoriser un changement de comportement, mais c'était, voilà, on était un peu par pointilliste. Et en fait, sur les travaux qu'on regardait sur ces questions d'ordre de grandeur, on se dit, mais OK, un comportement par un comportement, est-ce que la somme va nous aider? Et quand on regardait les enquêtes, et c'est ce qui a été un peu effleuré dans la présentation précédente, c'est assez compliqué de remettre en cause des habitudes ancrées et surtout le discours qu'on a sur ces habitudes. Je prends l'exemple, alors ça j'ai oublié de remettre l'enquête de référence, c'est qu'en gros, beaucoup de gens considèrent que leur mode de vie est tout à fait écologique, développement durable. Donc je consomme de l'agriculture biologique, mais je fais un city break en avion. Alors ça, c'est un peu pour les CSP+, mais ce type de contradiction, de perception d'un mode de vie qui va dans le bon sens et donc tout va bien. J'ai fait mon geste de tri, j'ai fait mon covoiturage, j'ai fait mon petit geste, donc tout va bien. C'est un peu le discours du développement durable quand même aussi, un peu de temps en temps. Mais la somme des éco-gestes, effectivement, ça ne permet pas de faire les bascules. Et on voit bien que si on mesure après en termes d'empreinte écologique ou d'émissions de gaz à effet de serre, on est quand même très, 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 très loin du compte. D'où la question de changer un peu le braquet. Donc, on a commencé de se dire, mais comment est-ce qu'on peut aborder la baisse d'un impact et d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris, ou en tout cas ne serait-ce que notre prochain PCAET, ou pour vous un objectif d'être climatiquement neutre. Est-ce que ça peut marcher à mode de vie constant? Parce que finalement, on a échangé des petites habitudes, des choses comme ça. Si je prends l'exemple de la mobilité, c'est vrai qu'on avait pas mal de choses en place. Et nous, notre objectif sur la mobilité, quelque part, si on est dans un objectif de réduction, il y a un enjeu de mutualisation. On a commencé avec le covoiturage, on développe l'autopartage. Mais en même temps, la trajectoire, si je reste que sur, par exemple, une trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre, je peux rester sur le modèle, donc c'est ma Porsche là verte sur la photo, je peux rester sur le modèle du véhicule individuel électrique. Sauf qu'on est d'accord, c'est peut-être mieux qu'un diesel, mais ce n'est pas encore top. Je règle qu'une partie du problème. J'ai le vélo mobile un peu sportif. Bon, là, je reste dans une logique de véhicule individuel. Là, je suis dans un changement relativement
un mode de vie quasiment constant. Je reste sur la valorisation sociale, la possession d'un véhicule individuel, l'autonomie, etc. Quand je commence de rentrer sur une logique, c'est la dernière photo de l'autopartage, je commence d'influencer un peu plus dans les modes de vie. Il faut que je choisisse. La voiture n'est plus mon élément de représentation sociale, etc. Il faut que j'anticipe des déplacements. Donc là, on impacte un peu plus les modes de vie. Mais on sait que l'avenir, c'est plus le véhicule électrique partagé que chacun sa Porsche électrique. Et ces questions de résistance que vous évoquiez tout à l'heure, M. Martinez, on va aussi les retrouver, puisque on a fait aussi la concertation sur la ZFE, et on voit que la résistance à la ZFE, qui est comme un levier aussi pour accélérer cette transition, elle va effectivement beaucoup s'exprimer par « mince, vous m'obligez à changer mon mode de vie, vous me dénoncez ». Donc, et on voit dans l'exploitation de cette concertation, puisqu'on fait aussi la participation citoyenne, comme vous l'avez vu en première slide, on voit arriver des modes de vie qui nous interpellent. Je suis un petit rouleur. Ça n'existait pas, c'est notre vocabulaire. Les gens qui se disent, écoutez, vous êtes sympa, moi je suis dans la ZFE, je fais tout bien comme il faut avec mon vélo, je prends le bus pour aller au boulot, etc. J'ai un garage, dedans j'ai un camping-car Volkswagen diesel qui ne part que pour les vacances. Vous n'allez quand même pas m'empêcher d'en avoir un chez moi ou de le garer dans la rue. Parce que pour le reste du temps, je suis vertueux. Comment je fais quand ponctuellement, moi je suis dans la ZFE, j'ai besoin d'aller dans la ZFE, mais je vais quasiment jamais, je ne vais pas changer de véhicule pour mon rendez-vous annuel ou mon rendez-vous hebdomadaire au sport ou mensuel au sport ou chez le médecin. Deuxième élément de résistance, pourquoi il n'y aurait que moi qui change? La question de l'équité. Pourquoi s'il y en a qui peuvent continuer comme avant? Et ça revient à une question de justice sociale. Donc, on voit bien cette tension sur l'impact sur un mode de vie, sur des représentations, sur des comportements ancrés, des habitudes, des représentations ancrées, génère de la résistance. Et puis après, très vite, on repasse à un niveau plus général, c'est injuste. Donc, une interpellation sur l'équité et l'injustice. Et puis après, des stratégies résidentielles, c'est pour ça que j'ai mis la photo un peu des périurbaines. Donc on s'est dit, on voit bien qu'on a plein de bouts de briques comme ça, qui ne sont pas forcément articulés. On voit bien que ça génère de l'opposition, de la résistance, et qu'on atteint vite. L'addition des co-gestes ne fait pas une transformation à la bonne dimension, à la bonne échelle. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on aille plus loin que le changement de comportement et les ressorts qui étaient évoqués par M. Martinez. Il faut qu'on aille plus loin. Et c'est quoi nos leviers? Et on s'est dit, en fait, on a des leviers directs et on a des leviers indirects. Et là, peut-être que si on met en avant plus de complémentarité, de stratégie, etc., on peut arriver à quelque chose. Donc, on s'est lancé dans un chantier d'études, sur des cas concrets. Donc là, c'est un peu le cœur du propos, mais je vais encore une fois devoir aller assez vite dans le format de 20 minutes. Donc, on s'est attelé à un travail sur comment est-ce qu'on peut travailler sur un changement un peu plus systématique, agir sur les modes de vie. Donc, il y a 2 livrables principaux. Alors, il y en a plein d'autres. Je vous ai mis des liens à la fin. Parce qu'en fait, ça vient pas nulle part. Il y a tout un historique, il y a tout un environnement. Et comme on accompagne plein de politiques publiques, on a pu travailler sur les déchets, sur l'énergie, sur la chaleur, sur la mobilité. Donc là, pour rester dans le fil de la présentation précédente, je vais un peu centré sur la mobilité. Donc, il y a 2 rapports. À l'origine, c'était le même, mais en fait, on a préféré le couper en 2. Donc, les 2 rapports un petit peu clés. Il y a changé les comportements. Donc là, on a passé en revue les actions métropolitaines par politique publique en identifiant des leviers d'action, je reviendrai dessus, et puis une proposition de grille de lecture pour changer les modes de vie. Donc, on avait les grilles de lecture psychosociales qu'on avait quand même bien creusées, bien regardées, etc. Et on s'est dit, on va essayer d'aller plus loin. Alors, je reviens rapidement sur le mode de vie. Je pense que ce qui va changer un peu la question, alors c'est compliqué, parce que c'est vrai, quand on parlait des comportements, quand on parle de psychosocial, on s'intéresse à un individu, un groupe d'individus, mais on voit bien qu'il y a un méta. Alors je suis désolé, M. Martinez, je ne suis pas un scientifique non plus, je n'aurais pas forcément le bon vocabulaire, mais on a une espèce de méta, et pour nous, ce méta, c'est le mode de vie occidental d'aujourd'hui. Voilà, on va dire que c'est ça. Mais dans ce mode de vie occidental, bien sûr, il y a des groupes qui en plus de ça se mélangent. On va être urbain, on va être périurbain, on va être jeune, on va être vieux, on va être divorcé, on va être une famille nombreuse.
Et donc, ces modes de vie qui évoluent dans le temps, dans l'espace et dans l'espace social également, rend l'appréhension extrêmement complexe. C'est-à-dire que ça ne peut pas être la même toise pour tous. Pour autant, je ne peux pas faire forcément du sur-mesure de masse. Ça, c'était la promesse de la Smart City, faire du sur-mesure de masse. On voit les limites. En même temps, il faut que je m'adresse au plus grand nombre et j'ai un plus grand nombre, un travail collectif qui est décomposé en autant de sous-collectifs qui ne sont même pas stables dans le temps et dans l'espace. Donc, c'est un petit peu compliqué. Donc, on se dit qu'il faut viser une imbrication des pratiques sociales et individuelles. Enfin, chaque pratique individuelle, on va les considérer quand même comme des pratiques sociales. Ça, c'est assez simple. Donc, on s'est dit, on va regarder déjà où intervient la métropole. Hein, mon prisme à moi, c'est pas de dire c'est quoi le levier du changement, c'est quoi les leviers de politique publique qui me permettent de m'appuyer sur les leviers du changement. Et donc, dans les endroits, les piliers, les sphères sur lesquelles la métropole agit, on en a identifié 4. On a identifié l'environnement culturel et social, c'est les éléments de communication, de récits positifs, par exemple, ça c'est clairement, on est là-dedans, mais aussi des choses qui permettent de passer à l'acte. On évoquait le vélo, c'est vrai que, par exemple, on vient de faire un travail sur l'évaluation du volet inclusif du plan vélo, et c'est clair qu'il y a plein de catégories, si vous ne leur donnez pas accès pour la pratique du vélo, pour les débloquer par rapport à la pratique du vélo, ils ne passeront jamais à l'acte, même s'ils ont envie de passer à l'acte dans certains quartiers. Donc, on se dit, voilà, on a des enjeux d'environnement culturel et social, à la fois en termes d'éducation, en termes de normes. Il y a des enjeux au niveau de l'individu, bon, ça, on vient d'en parler pas mal, donc la psychosociale, la communication, le guide, la prise en main, la formation. L'environnement physique, tout ce qui va être infrastructure, matériel, technologie. Et puis, des éléments d'organisation sociétale sur lesquels les leviers de la métropole sont effectivement des leviers liés à la tarification, liés à de la réglementation, etc. Donc, ça, c'est vraiment les champs sur lesquels on peut agir. Alors, bien sûr, avec des leviers différents, mais on peut agir sur tous ces champs-là. On a quand même des points d'accroche pour essayer d'y aller. Et après, ce qu'on a fait, c'est que du coup, donc ça, c'est sur le deuxième rapport, celui où il y avait la roue. Donc là, vous l'avez, qui était sur la couverture, hein, donc c'était celui-ci. On a passé au crible les actions métropolitaines. Donc là, vous l'aurez sur l'étude, hein, elle est en ligne. Alors, on a une version plus détaillée, on n'a pas mis 100% des exemples. Donc, on s'est dit, ben voilà, nos leviers de changement, c'est quoi? Alors, on utilise là le nudge, hein, la communication, enfin les petits gestes, hein, c'est comme la pomme coupée, ça c'est un nudge, hein, si je ne me trompe pas, c'est-à-dire qu'on coupe la pomme, ça facilite le fait qu'on chope la pomme. Donc, on va utiliser des nudges. On va utiliser de la coercition de la réglementation, la ZFE, etc. Information et communication, ça c'est un levier qui est bien utilisé. Tout ce qui est formation et sensibilisation, on s'est rendu compte que ça, c'était présent dans énormément de politiques publiques. Hein, vous avez la légende en bas. Tout ce qui est l'encapacitation, c'est-à-dire le fait de faciliter le passage à l'acte en donnant les moyens aux gens de se saisir d'un sujet, et puis les dispositifs matériels et technologiques. Ça va de l'application, la borne à compost, l'application qui va bien, la piste cyclable, etc. Le dispositif d'autopartage. Et là, ce qui est intéressant sur ce travail-là, c'est qu'on se rend compte que, en fait, une fois qu'on pose la ligne, on se rend compte qu'on a plein d'endroits où on utilise ces différents leviers. Alors, on voit que la mobilité, c'est peut-être, voilà, c'est la seule qu'on retrouve en politique publique, hein, on est quand même très présent. C'est la seule qu'on retrouve dans toutes les parts du camembert. Ça fait un peu Trivial Pursuit d'ailleurs. Donc, le bleu a gagné. Alors que les déchets sont pas loin non plus. Hein, ça, c'est. Voilà. Et ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vrai qu'en même temps qu'on identifie tous ces leviers d'action, ben, en fait, ancrer les choses, les tenir dans la durée, ben, ça nécessite du temps. C'est-à-dire que non seulement il faut taper toutes les cibles en même temps, il faut être sur tous les leviers en même temps, et ça prend du temps, et il faut le répéter, etc., etc. Si je reprends par exemple les déchets, on se rend compte qu'on a un peu baissé les budgets en communication sur les biodéchets, et la pratique recule un petit peu, ou en tout cas la qualité du tri s'en ressent. Alors, on en a tiré une vision, alors parce qu'on est quand même très techno, hein, donc on en a tiré une vision un petit peu stratégique en disant, ben voilà, si on veut changer un mode de vie, on se dit, voilà, il y a une partie action, il y a une partie stratégique, tactique, etc.
moi, cet organigramme-là, pour moi, il est vraiment théorique. Parce que c'est vrai que au niveau opérationnel, ou en tout cas de la représentation qu'on en a quand on discute avec les gens, etc., ils disent, ben voilà, il y a une stratégie, et puis de la stratégie, boum, on descend vers l'action. Et en fait, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que globalement, on est plutôt sur le volet action, beaucoup moins que sur le volet stratégique, à quelques exceptions près. Et le tactique, on va dire, c'est un petit peu à l'opportunité. Alors, je vais prendre un exemple sur le tactique. Bon, le ciblage grand public, ça, c'est vrai qu'on commence de le faire, mais c'est compliqué parce que les campagnes de com, ça coûte cher, c'est rare et la sucette de co, c'est limité. Donc, quand on veut aller sur des cibles particulières, ben, c'est plus d'énergie, plus de temps, plus de moyens. Cibler les moments propices au changement, c'est vrai qu'il y a des périodes de la vie qui sont intéressantes. Comment est-ce qu'on les accompagne? Voilà, les enfants sont partis de la maison. Tiens, il y a un changement de vie. Est-ce que je peux le choper? Est-ce que je peux en faire quelque chose par rapport voilà, on a le problème, par exemple, sur la question de l'évolution du parc de logement, hein, où les gens ils restent dans des habitudes et puis ça peut poser des problèmes d'allocation de surface. Les acteurs du territoire, ça, c'est effectivement plus facilement mobilisable. Donc là, on va dire que on est plutôt des logiques action, c'est-à-dire que la capitalisation de tout ce travail de mise en lumière, d'organisation des leviers, etc., c'est vrai qu'aujourd'hui, ils peinent à rentrer au niveau stratégique. Donc c'est plutôt à partir de l'action qu'on essaye de bouger les leviers du dessus, de capitaliser, etc. Alors la mobilité, pour ça, c'est un bon exemple, puisque, alors ça c'est un autre élément du livrable, on avait mis plusieurs comprendre les modes de vie avec des situations du quotidien, hein, pour tester justement ces enjeux de où est-ce qu'on pourrait agir, à quel moment, pour qui on peut agir avec les leviers que je vous ai présentés. Mais ce qui est intéressant, c'est que toujours dans le cadre de la ZFE, hein, quand on a eu ces résistances, on dit, mais comment est-ce qu'on accompagne des ménages? Donc, on a fait une expérimentation avec des designers et on a démarché des ménages. Hein, donc, c'était pas des démarches, c'était pas des gens qui se sont proposés de participer à une expérimentation. On est allé les chercher, ceux qu'on dit oui, qu'on dit non, et on les a pris en charge. On a dit, bah, écoutez, voilà, pendant 3 mois, on vous accompagne et on va faire votre diagnostic de ménage, c'est quoi vos déplacements, et on va vous proposer de faire autre chose que du tout bagnole. Donc, on a fait ce travail vraiment d'accompagnement. Donc, vous aurez le bilan aussi est en ligne, il est public. Alors, ce qui est intéressant par rapport au sujet des modes de vie, c'est qu'on s'est rendu compte que déjà rentrer, hein, là pour le coup, on avait tous les leviers. C'est-à-dire qu'on leur a fait expérimenter. Tu as besoin de tester l'autopartage, on te trouve un abonnement pour les Go ou pour Cities selon le lieu de résidence. On a dealé avec les syndicats de transport pour prendre en charge. C'est-à-dire qu'en plus, ça, on a tout payé. C'est-à-dire que pour eux, c'était ISO. Après, on a fait le bilan économique, etc., par la bagnole, mais on a pris en charge, on a fait leur diagnostic. Pour tel déplacement, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Et ce qui est intéressant dans le bilan de cette expérimentation, alors déjà, c'est que aucun ménage n'a abandonné la voiture. On a plusieurs ménages qui avaient 2 voitures, qu'on en laissé tomber une. Ce qui est déjà un gros changement. Ils se sont dit, tiens, j'ai d'autres alternatives. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu que des changements de mobilité, des changements de pratique, ont eu des effets sur le mode de vie en général, à la fois sur des pratiques, mais aussi sur des priorités, sur des choses, voilà, par exemple sur l'amélioration de qualité de vie. Alors là, c'est vrai que c'est des synthèses qui vont assez vite, c'est un extrait du document, mais tiens, on change une habitude et puis on se rend compte qu'on peut changer autre chose ou que ça donne un autre rapport au temps, autre chose. Moi, j'ai le souvenir d'une jeune femme qui est infirmière, qui est venue s'installer pour travailler à l'hôpital de la Croix-Rousse. Elle avait une Renault Velsatis, je ne sais pas si vous voyez le paquebot, une Renault Velsatis diesel donnée par sa maman. Pour elle, ça ne coûtait pas cher, puisque la voiture était entre guillemets gratuite. Elle la prenait pour tout faire. Et elle allait faire ses courses au supermarché à l'extérieur de Lyon pour faire le gros plein. Elle est passée au vélo, elle fait ses courses au jour le jour, elle va au marché, alors qu'avant, elle faisait tout en bagnole, et du coup, elle optimisait son déplacement en chargeant le coffre au maximum, et elle a complètement changé de mode de vie, etc. Donc ça, c'est vraiment des choses où on voit que finalement, sur une entrée qui était, tiens, est-ce que vous voulez expérimenter quelque chose, en accompagnement, en donnant du récit positif, et puis le fait aussi de les faire rencontrer, un peu le côté Weight Watcher, ça aussi, hein, je pense qu'en psychologie, c'est intéressant, l'approbation des pairs, hein, de se rassurer, de partager de l'expérience. Je pense que ça, s'il n'y a que l'institution qui renvoie du positif, je pense que c'est plus limitant que si les gens se renvoient du positif entre eux.
Je ne sais pas si je le formule bien, hein, mais il y a quelque chose comme ça. On a vu que ça avait vraiment changé des choses. Alors, euh, pour terminer, je voulais juste poser quand même des limites. La première limite, c'est que mettre en place des politiques publiques comme ça pour engager des changements de mode de vie, comme tout est imbriqué, l'habitat, le déplacement, la consommation, la vie sociale et culturelle, etc., c'est juste monstrueux et c'est vite extrêmement complexe. C'est-à-dire que l'énergie qu'on a mise sur les 20 foyers, on est incapable de le faire à grande échelle. On avait fait une expérimentation sur des copropriétés, sur éco-rénové par rapport à l'optimisation derrière pour éviter l'effet rebond. Hein, de l'amélioration de l'isolation, mais c'est un travail de fourmi. Le tenir dans la durée, c'est compliqué aussi. Donc, c'est assez compliqué de dire on va pouvoir passer à l'échelle. Donc, c'est pour ça que la pyramide que je vous montrais tout à l'heure, on a une stratégie, on va en découler des actions, c'est super compliqué. Là, pour le coup, en termes de moyens, d'énergie, et si on va aller sur tous les champs qui nécessiteraient d'être vus, c'est vrai que c'est assez monstrueux. Pour autant, on continue beaucoup, notamment sur la mobilité, puisqu'on a créé une agence des mobilités et on continue de travailler avec l'agence des mobilités pour identifier les moments clés, les publics cibles. Là, on fait un travail pareil sur le volet inclusif vélo. Comme je vous le disais, on regarde des publics cibles, des gens où il faut faire plus d'efforts. Hein. Ce n'est pas la peine d'aller vers les convaincus. Il faut regarder là où il y a de l'appétence et de l'écho. Ça ne sert à rien non plus de vouloir convaincre les pas convaincus. Et puis le deuxième élément, et je conclurai là-dessus, c'est que en fait, aller sur les modes de vie, c'est vrai que ça résiste énormément. Donc là, je vous ai mis volontairement une affiche récente du parti d'extrême droite allemand AfD qui disait voilà, le diesel est à droite. En gros, derrière ce petit slogan super efficace, qui a vraiment cartonné pour les dernières élections en Allemagne, c'est de dire bah, nous, l'Allemagne, c'est les voitures, c'est le diesel, c'est l'autonomie. Donc derrière, le diesel est à droite. Hein, ils opposent carrément un mode de vie, une stabilité, une habitude qui les relégitime par rapport à des vérités de changement qui sont vues comme intrusives et comme et voilà, c'est la réactance, voilà, je recherchais le mot, hein, qui se met au niveau collectif. Ça devient identitaire, nous on le voit aussi sur certains conflits qu'on a sur certains aménagements. Alors après, on peut voir aussi le côté positif des choses, c'est que si ça résiste, ben, c'est qu'en fait, c'est que ça change. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup pour vos deux présentations, Pierre et Frédéric. Donc, il y a